Écoutez, je vais vous souhaiter la bienvenue pour cette table ronde sur les femmes dans la résistance dans notre département. Et vous présenter ce que nous sommes, VRID, ce que tout le monde ne connaît pas forcément, Vienne, Résistance, Internement, Déportation. C'est un site Internet, une association, loi de 1901, mais dont le but est d'alimenter un site Internet sur la Seconde Guerre mondiale dans le département de la Vienne, avec un certain nombre d'historiens, des témoins, parce que l'association a été créée par des anciens résistants, mais maintenant, de plus en plus, ils s'en vont. Petit à petit, les chercheurs, les historiens prennent la main, finalement. C'est ce qui est en train de se passer sur notre site. Ce site, donc, c'est un média qui est à disposition de tout le monde, évidemment, et en particulier quand même des collégiens et des lycéens qui cherchent des informations quand ils préparent le concours national de la résistance et de la déportation qui a lieu tous les ans, à l'initiative de l'Éducation nationale. Donc on met ça à disposition, si vous voulez, pour qu'ils puissent aller dedans, mais c'est aussi à disposition des chercheurs, des enseignants, avec 5 rubriques. Une rubrique occupation de la Vienne, une rubrique résistance dans la Vienne, une rubrique internement, déportation, je rajouterai extermination, parce que souvent ceux qui partaient en déportation, très peu sont revenus, ils étaient exterminés dans les camps de la mort, et libération, la Vienne. Voilà, si vous voulez, ces rubriques, on a plus de 300 articles qui sont écrits par tous ceux qui veulent bien, finalement, mais sous la responsabilité d'un comité scientifique, dont vous voyez un certain nombre d'historiens ici autour de la table que je vais vous présenter. On a aussi des vidéos, c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui filme, parce que on va essayer de mettre ce qu'ils vont nous présenter sur le site. À chaque fois, on essaie de mettre ça sur le site, de mettre des vidéos sur le site pour... Et en même temps, on a une rubrique actualité. On annonce les différentes actualités, les conférences qui sont tenues, les cérémonies qui sont faites, etc. Voilà, on essaie d'être dans l'actualité sur cette problématique-là. Alors, les intervenants qui sont à votre disposition ce soir, je vais vous les présenter. On va commencer par celle qui est derrière. Elle n'est pas intervenante, mais elle est importante parce que c'est elle qui va présenter les différentes diapositives pour illustrer les propos. C'est Anne Venise, c'est la secrétaire de VRID. Voilà. Merci à toi, Anne. Merci à toi, Anne, parce que elle est derrière, comme ça, mais ça compte, c'est important. Ensuite, on va continuer par une autre femme, parce que le thème, c'est les femmes, mais il faut bien dire que la table, là, bon, c'est un peu... voilà, c'est un peu comme ça. Marie-Claude Albert, qui est ici. Alors, Marie-Claude Albert, elle est docteure en histoire. Elle est rattachée à l'Université de Poitiers, au CRIAM. Elle est correspondante départementale de l'Institut d'histoire du temps présent, membre du Centre d'histoire et d'archives de Châtellerault, et elle est professeure. Voilà, donc effectivement, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour nous parce qu'elle nous apporte, par ses conseils et par sa qualité d'historienne, beaucoup de choses dans notre travail, dans les articles. Ensuite, à côté, Jacques Albert. Alors, il n'y a pas de lien, c'est pas la même famille. C'est comme ça. Jacques Albert. Alors, Jacques Albert, il est chercheur en histoire, professeur en retraite, histoire, et chercheur en histoire dans le Loup du Nez en particulier, et auteur d'un livre sur les ténébreuses affaires dans le Loup du Nez, en particulier sur Saint-Clair. J'ai oublié de dire que Marie-Claude, elle a un bouquin qui a ramené quelques-uns parce qu'ils sont en rupture de stock. C'est effectivement Châtellerault sous l'occupation. Voilà. Mais on ne le trouve plus parce qu'il est en rupture. Elle en avait quelques-uns, donc elle nous a ramenés si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, Jean-Marie Augustin. Jean-Marie Augustin, qui est historien du droit, lui, qui est président du comité scientifique pour l'historial du Poitou, et qui est professeur émérite de la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers.
voilà, et qui a écrit un livre sur l'épuration et la collaboration dans le département de la Vienne. Et enfin, pour terminer, Christian Richard, que beaucoup connaissent aussi évidemment, chercheur en histoire de la Seconde Guerre mondiale dans la Vienne, et il a écrit un certain nombre de bouquins qui sont ici sur la table. Le dernier, c'est sur les SAS dans la Vienne. Voilà, si vous voulez, un petit peu la présentation, et voilà. Alors, comment on va s'organiser ce soir pour commencer cette table ronde? Moi, je suis un peu l'animateur. Alors, mon rôle, il est ingrat. Il est à la fois, bon, présenter les choses, ça, c'est pas très compliqué, mais aussi de tenir un peu le temps. Parce que je les connais tous, surtout celui-là. Là. Il est très bavard. Donc, effectivement, il faut un peu tenir le temps. Sinon, ce soir, on y sera peut-être encore tard. Donc, je pense que on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas, on ne déborde pas trop. Donc, moi, la question que je voudrais vous poser, c'est, alors, ces femmes résistantes, quelles sont-elles dans la Vienne? D'où viennent-elles? Dans quel milieu social? Qu'est-ce qu'elles ont fait comme type de résistance? Il y a différentes façons, vous allez nous expliquer ça. Et qu'est-ce qu'elles sont devenues? Bon, voilà, je pense j'ai envie de donner la parole tout de suite à Jacques Albert, qui, sur le bout du nez, a des choses à nous présenter. J'ai deux femmes. Bonsoir d'abord. Oui, je vais vous présenter deux femmes, Jeanne Massé et Isabelle Douteau, qui ont quelques points communs. D'abord, elles étaient résistantes, bien évidemment. Et qu'est-ce que la résistance? Où ça commence? Où ça se termine? Bon, on n'abordera peut-être pas le sujet ce soir. Elles étaient communistes, elles étaient loudunaises, et à ma connaissance, il n'y a pas eu de reconnaissance officielle de leur action. Est-ce que vous m'entendez au fond? Oui. Je crois. Donc j'ai commencé par Jeanne Massé, et je vais me contenter de lire son témoignage qui a été recueilli en 1979 par Roger Picard. Roger Picard, professeur d'histoire et surtout correspondant départemental du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, puis jusqu'en 80, ça, puis ensuite de l'Institut d'histoire du temps présent, qui dépendait du CNRS, je crois. Et il a recueilli des centaines de témoignages qui sont aujourd'hui aux archives départementales. Et celui que je vais vous lire la photocopie en fait de l'écriture de Roger Picard. L'ordinateur n'existait pas à ce moment-là. Vous le trouverez sous la cote 12J80 aux archives départementales si vous souhaitez le consulter. Donc voilà ce qu'écrivait Roger Picard. Jeanne Massé est née le 5 octobre 1898 à Curzay-sur-Vonne, où son père était instituteur. Après son brevet supérieur, elle fait la 3e année à l'école normale et est nommée à Bourrès. Et ensuite, il la cite, il ouvre les guillemets. « J'étais abonné à la vie ouvrière et je servais au syndicat CGT de secrétaire à Alphonse Boulou. Je suis entré aux jeunesses communistes, puis, après 2 ou 3 ans, au Parti communiste vers 1936. J'étais devenue, en 1932, directrice de l'école de Saint-Jean-de-Sauve et j'étais secrétaire de la cellule du parti de Montcontour, Saint-Clair-Saint-Jean, Saint-Jean-de-Sauve. Le milieu enseignant était peu sympathique dans le canton, mais au syndicat, je ne retrouvais que des amis le jeudi lorsque j'allais aux réunions. Un jour, l'inspecteur d'académie m'a convoqué pour me faire remarquer que j'étais communiste, délégué syndical, et que cela pouvait être incompatible avec ma fonction d'enseignante. Pour les républicains espagnols, donc à partir de 1936, j'ai recueilli de l'argent, je me suis occupé d'enfants espagnols qui étaient réfugiés à Poitiers. Quand j'ai vu Hitler à Prague, j'ai pensé que la France aurait dû bouger, réagir. J'ai été surprise par le pacte germano-soviétique. J'ai dit, bon, les Russes ne sont pas prêts à faire la guerre, ils gagnent du temps et ils sont assez longs à démarrer. La guerre contre Hitler, il fallait y aller. J'ai trouvé la défaite en 6 semaines inimaginable. Pendant la drôle de guerre, le PC est interdit, mais je continue à recevoir des tracts, des journaux que je ne garde jamais à la maison. Ils sont cachés par ma femme de ménage qui était au Parti communiste bien sûr. Quand les députés communistes sont arrêtés, j'ai trouvé que c'était anormal, qu'ils étaient des Français comme les autres. J'ai entendu l'appel du général de Gaulle, mais aussitôt après, les Allemands étaient arrivés à Saint-Jean-de-Sauve. Appel du général de Gaulle, 18 juin. Les Allemands sont arrivés à Saint-Jean-de-Sauve le 21 au soir ou le 22 au matin. Pendant l'été 1940, Jean Bernuchon,
un ancien des brigades internationales, militant très actif, en raison des perquisitions des policiers français, m'a demandé de cacher ses armes qu'il avait ramenées d'Espagne. Il était étudiant en sciences et je connaissais sa sœur, Madame Rabaté. En face de la pierre levée, à l'arrêt du tramway, il me donne le paquet. Je lui ai dit « c'est lourd, 2 mitraillettes. » 2 mitraillettes. Je les ai cachées dans le jardin de mes parents. Je les ai données plus tard à l'OS. L'OS, organisation spéciale, mouvement de résistance communiste dès 1940, avant l'invasion de l'URSS par l'Allemagne, bien sûr, et puis avant la création des FTP. Le 23 juin 1941, j'ai été arrêté à midi par les feldgendarmes. Georges Fourré était déjà là dans la cour. Alors Georges Fourré, tu précises. Georges Fourré, de Saint-Clair, avait été communiste, avait été maire de Saint-Clair de 1929 à 1935. Il avait refusé de renier ses opinions petites, donc il est arrêté le même jour. Et Georges Fourré était le papa de Camille qui nous filme en ce moment. Il n'est jamais revenu de déportation. J'ai pris une petite valise avec quelques vêtements. Il était 12h15. J'avais des petits pois sur le feu. Le soir même, nous sommes allés à la prison de Loudun. Là, j'ai retrouvé Isabelle Douteau, dont je vous parlerai un peu tout à l'heure, Félix Bedin et Perrault, un franc-maçon. Le lendemain, à la Chauvinerie, tout près d'ici, Huquetin et Proux de Loudun, les Châtelleraudais et les Poitevins nous ont accueillis. L'ambiance était bonne. Courado et Pouillou étaient gais, plein d'entrain. Il faisait une chaleur torride et nous gardions la fenêtre ouverte dans la baraque des femmes. Les Allemands qui nous gardaient y ont déposé un bouquet de roses. Je suis allé à Compiègne avec les autres jusqu'à décembre 1941. Il y avait des cours, on se réunissait à 3 ou 4, on recevait des colis et on partageait. J'en recevais de mes cousins de Luvignan, les Pontés, de mon frère Pierre, qui était directeur d'école à Paris. Avec Isabelle et Simone Boisson, nous sommes allés à Romainville. Là, nous avons souffert. Nous n'avions qu'1 heure pour sortir, nous étions très mal nourris, la soupe au rutabaga avec des vers dedans, des feuilles de chou pourries, la famille. Et puis, sans savoir pourquoi, j'étais malade, j'ai été libéré en avril 1942. J'ai pris 1 mois de congé et j'ai repris la classe. J'ai été très bien accueilli par la population. Une de ses anciennes élèves qui est ici pourra en témoigner tout à l'heure si elle le souhaite. J'ai repris les contacts avec les militants, Sapin de Saint-Clair, qui sera arrêté en juillet 1943 et fusillé à Biard en début septembre 1943. Je connaissais Sidou, responsable régional communiste. Les responsables venaient chez moi pour se cacher 1 nuit ou 2. Ma santé étant très mauvaise en 1944-1945, j'ai cessé toute activité dans le Parti communiste. Ce qui est un peu faux, parce que j'ai retrouvé dans les archives du Parti communiste traces de son militantisme dans les années qui ont suivi la guerre. Voilà pour Jeanne Massé. Isabelle Douteau, je dirais assez peu de choses d'elle, car elle a laissé peu de souvenirs personnels. J'ai rencontré il y a quelques semaines, à Loudun, quelques semaines, sa nièce, qui était, comme Isabelle Douteau n'a pas eu d'enfant, cette nièce était un peu sa fille, et donc il l'a suivie toute sa vie, et elle ne sait rien, ou très peu de choses, car Isabelle ne parlait pas de sa vie. Une citation de Madame Verneuil, donc la nièce d'Isabelle Douteau, voilà. Elle était très, très, très discrète. La seule confidence qu'Isabelle ait faite, c'est que c'est grâce à la lecture qu'elle a tenu le coup lorsqu'elle était internée, qu'elle était internée, donc on l'a vu tout à l'heure, comme Jeanne Massé. Alors, Isabelle Douteau, née Sureau, donc une parente d'Alexis Sureau aussi, de la même famille dont on parlait hier. Elle est née en 14, donc plus jeune que Jeanne Massé. Elle épouse un cheminot communiste de Loudun. Elle rejoint le Parti communiste en 1936. Elle est arrêtée le même jour que Jeanne Massé, donc le 23 juin 1941. Même parcours, la Chauvinerie, Compiègne, Romainville. Elle est libérée en même temps qu'elle. Ensuite, c'est la page presque blanche. Dans le dossier de demande de carte de combattante volontaire de la résistance qu'elle remplit en février 1947, elle note seulement, et je cite, « Ménagère jusqu'en 1941, arrêtée, libérée en avril 1942, illégale jusqu'à la libération. » Fermez les guillemets.
Mais la page suivante, dans la partie activité et action, elle se contente d'écrire, guillemets, mai 1942, jusqu'à la libération, dans le nord de la Vienne, FTPF, et 2 noms, René Canfin, colonel Baudouin. Je ne sais pas si quelqu'un nous éclairera sur qui était. Voilà. Et c'est tout. Et sans surprise, avec un dossier aussi peu fourni, le statut de combattante volontaire de la résistance lui est refusé. Alors, elle serait peut-être tombée dans l'oubli, même si elle a animé les cellules communistes et les campagnes électorales de Loudunet d'après-guerre, mais De Gaulle avait, par l'ordonnance du 22 avril 1944, confirmé le 5 octobre de la même année, donné aux femmes le droit d'être élues et électrices. Elle a ainsi été tête de liste, sans succès d'ailleurs, aux municipales loudunaises. Par contre, aux élections législatives de novembre 1946, le Parti communiste présente 4 candidats dans la Vienne et Isabelle Douteau est en 4e position. Seuls les 2 premiers, Alphonse Boulou et Fernand Maillochot, sont élus. Mais Boulou est ensuite élu au Conseil de la République, qui va devenir le Sénat, et il cède donc sa place à l'Assemblée nationale à Isabelle Douteau, qui devient ainsi la première femme députée de la Vienne. Voilà. Alors, avec le témoignage que tu disais tout à l'heure de Jeanne Massé, oui. Tu indiques effectivement qu'elle entre en résistance très tôt, oui. Finalement. Ça, c'est quelque chose d'assez important, dans la mesure où souvent, on dit que les communistes sont rentrés après l'attaque contre l'URSS. En fait, là, déjà, oui, des on 36, a des choses. Oui, on a des choses qui... Oui. Enfin, le témoignage de Jeanne Massé est très précis de ce point de vue-là. Oui. Donc c'est important, j'attire votre attention là-dessus, parce qu'effectivement, vous savez bien que, voilà, il y a eu, il a fallu attendre, etc. C'est faux. Et l'OS, on va en parler, de l'OS, l'organisation spéciale a été créée aussi bien avant les FTP. Tu nous confirmes que ça. 40. Tu nous confirmes ça. 40. 40. Oui. Oui. Bon, on donne la parole maintenant à Marie-Claude. Alors, l'OS... La transition est toute trouvée. Toute trouvée, la Manu... Comment ça se fait? Que font les femmes à la Manu? De Loudun à Châtellerault, du milieu enseignant au milieu ouvrier. Allez. Vous allez faire un petit parcours de la place des femmes dans tous les milieux et les secteurs de notre département. Donc moi, je vais vous parler de la manufacture d'armes de Châtellerault et du rôle des femmes, des pionnières de la résistance dans cette manufacture. Alors juste le contexte un tout petit peu. L'établissement, c'est le premier lieu occupé de la ville dès le 22 juin 1940. 3000 soldats allemands, parmi ces soldats allemands, des ingénieurs allemands nommés pour travailler à la manufacture, et des femmes, ça c'est peu connu, des administratrices, des employés de bureau qui vont venir travailler aux commandes, notamment à la manufacture d'armes également. Un directeur allemand qui est nommé le 1er septembre 1940, donc un petit peu plus tard, aux côtés du directeur français. Donc le directeur allemand est un ingénieur de l'industrie chimique allemande, de la région de Leipzig, et il va diriger l'établissement avec la direction française, un ingénieur militaire qui s'appelle Lucien Vergniaud, et qui a été un collaborateur et même collaborationniste. Donc les ouvriers sont 2000 au moment à la fin de la drôle de guerre, donc en juin 1940, mai-juin 1940, 2000 ouvriers. Parmi ces 2000 ouvriers, 800 femmes qui vont tous être licenciés, parce qu'il faut voir, il y a eu un moment de grosse perturbation quand même au moment de l'occupation. Ils vont tous être licenciés en juin 1940 pour être réembauchés pour certains d'entre eux, mais pas tous, et notamment pas toutes les femmes, à partir de septembre, du 1er septembre 1940. Donc il y a un petit mois de battement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que je vais confirmer ce que vient de dire mon collègue. Les femmes vont entrer le premier embryon de résistance né à la manufacture dès le mois d'octobre 1940. Pourquoi octobre? Parce que c'est le moment où est signé l'accord de Montoire, l'entrevue de Montoire, et les résistants qui avaient déjà manifesté le refus de l'occupation de différentes manières, mais ce n'était pas encore une résistance organisée. La première organisation, elle naît à la manufacture d'armes sous la forme d'une organisation spéciale entre les mains donc de communistes, d'ouvriers communistes, d'ouvrières communistes ou sympathisants communistes, et particulièrement des jeunes. Donc moi je vais insister particulièrement sur le rôle des jeunes femmes et des jeunes femmes sympathisantes communistes de la manufacture. Donc dès octobre 40. Alors qui sont ces femmes? Donc 5 se sont particulièrement illustrées. C'est très peu. J'insiste pour dire que nous sommes à moins de 3%
de l'ensemble de la population ouvrière de l'usine. Hein, vous savez, la résistance à ses débuts, la première heure, c'est seulement entre 1 et 3% des personnes. Hein. Donc les femmes, c'est comme dans les autres catégories de la population, elles sont très peu nombreuses, 5 sur 400, elles étaient encore à peu près 400 au 1er septembre 1940. Alors, qui sont ces femmes? Je vais insister particulièrement sur 3 d'entre elles qui ont laissé des écrits et qui ont témoigné beaucoup, énormément, pendant les années qui ont suivi la guerre et surtout les années 1970 aux années 2000. Alors, ces 3 femmes sont, vous les voyez à l'écran, donc Renée Moreau, je commence par elle, puisque nous avons la chance de l'avoir encore parmi nous. Elle était à l'EHPAD de Senillé, à côté de Châtellerault. Elle vient de fêter ses 100 ans. Hein. Elle est donc née en 1919, et elle est la plus âgée des 3. Elle est née donc en 1919, donc elle a 23, un petit peu plus de 20 ans, 23 ans, hein, au moment où elle entre en résistance. Et ce qui est intéressant chez Renée Moreau, c'est qu'elle arrive de la région parisienne. Donc c'est une ouvrière parisienne qui connaît le milieu communiste parisien, et pas seulement communiste, en tout cas le milieu syndical parisien. Et je pense qu'elle va apporter beaucoup à ses collègues, hommes et femmes de la manufacture, pour cette raison. Alors la première, donc la voici. La deuxième, donc c'est Léone Boger-Jamin. Léone Boger, c'était son nom de jeune fille, donc elle est plus jeune, elle n'a que 19 ans au moment où elle entre en résistance. Elle est, elle, châtelleraudaise. Elle a donc toujours exercé à la manufacture et elle est décédée en 2002. Elle a laissé des mémoires. Alors le problème des mémoires de ces femmes, c'est qu'elles ont écrit très tard. Elles ont écrit pour leurs petits-enfants. Donc elles ont écrit dans les années 1990. Eliane de Vergne, la troisième, va commencer à écrire ses mémoires en 1986, au moment où elle décède, en fait peu de temps avant son décès. Donc elles écrivent tardivement. Mais ce sont tout de même des femmes très intègres, donc des mémoires fiables. Lorsqu'on les confronte aux faits historiques, il n'y a pas du tout d'erreur historique dans leurs mémoires. Elles sont très intègres. Hein. Et ces femmes ont témoigné oralement. J'ai fait le travail, comme mon collègue Roger Picard, j'ai récolté des témoignages oraux qui sont en train d'être numérisés, notamment de 2 de ces femmes dont on parle aujourd'hui. Alors, ces femmes ont toutes les 3 été arrêtées et déportées. Donc, ce n'est pas le sujet ce soir, donc je vais vraiment insister sur leur résistance. Mais sachez qu'elles ont été victimes d'une répression évidemment féroce. Alors, un petit mot de la troisième, puisque j'ai été plus rapide sur la troisième. Elle s'appelle Eliane de Vergne et elle appartient à une grande famille de syndicalistes et de communistes châtelleraudais, même du département, qui est la famille Giraudot. Hein, c'est la nièce de Albert Giraudot, qui est le grand syndicaliste de la CGT et qui s'est présenté aux élections législatives d'avant-guerre pour représenter le parti. Donc, il y a toute une culture, hein, évidemment, politique derrière l'engagement d'Eliane de Vergne. Et elle a écrit un récit très intéressant dont nous allons lire un extrait dans quelques minutes. Et puis il y en a 2 autres que je ne voudrais pas passer sous silence puisque leur mémoire n'est pas honorée nulle part. C'est Louise Muller et Jeanne Varenne. Alors Jeanne Varenne, malheureusement, n'a pas pu témoigner parce qu'elle est revenue mettre des camps, elle a pris la parole en déportation. Hein. Donc Jeanne Varenne, je crois qu'elle est encore parmi nous, hein, mais... je n'en suis pas certaine parce que je n'ai plus de ses nouvelles. Et Louise Muller, qui elle est décédée depuis longtemps aussi, et qui était les camarades des 3 femmes dont je vous ai parlé. Alors, sur les motivations, comment ces femmes sont-elles entrées en résistance? Je pense que c'est intéressant de voir quelle est l'étincelle qui va déclencher, même s'il y a toute une culture derrière, quelle est l'étincelle qui va déclencher. Alors, le récit de Léone Boger est tout très intéressant, parce qu'il est d'une simplicité, pour les jeunes, il est d'une simplicité exemplaire, et on comprend tout de suite ce qui a porté ces femmes dans la résistance dès le départ. Alors on peut en lire un petit extrait. Un beau jour, un garçon de 20 ans, à peine, vint me voir dans l'atelier et me demanda si je voulais adhérer à l'OS, c'est l'organisation spéciale dont mon collègue vient de vous parler. Alors un petit mot de cette OS, l'organisation spéciale, c'était sur Paris, elle est née à Paris, hein, c'était une organisation militaire au départ, hein, un groupe armé, c'est le premier groupe armé de résistance parisien, qui naît dès l'été 40, sous la responsabilité de Charles Tillon, hein, une figure connue dans le milieu communiste national. Donc un jeune homme vient lui demander si je voulais bien adhérer à l'OS. Ce fut pour moi une joie sans limite de savoir que j'allais être utile pour chasser les nazis de notre pays. Notre action consistait à distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres,
à en coller sur les murs et poteaux électriques, à transporter des armes, à faire la liaison avec les camarades, à ramasser des vivres et de l'argent pour nos camarades dans la clandestinité. On a tout dans ces 6 lignes. On a tout. On a la motivation principale, on a le premier mouvement dans lequel vont s'engager ces jeunes femmes, et on a leur motivation, c'est d'abord anti-nazi, hein, et puis les différentes actions qu'elles ont menées, de la formation, distribuer des tracts, les coller sur les murs, transporter des armes. Alors c'est important, l'organisation spéciale tenait beaucoup à ce que les manufactures d'armes soient dans le coup de la résistance. C'est la raison pour laquelle on a des embryons de résistance très précoces dans les manufactures d'armes de France, parce que évidemment c'était un lieu de production des armes pour l'occupant, et quel lieu évidemment plus important pour la résistance que ces lieux-là. Donc des femmes, Léon a sorti des armes. Léon a sorti notamment une arme, parce elle n'en rajoutait pas, elle a sorti une arme, hein, c'était très difficile. Elle a réussi une fois à sortir une arme. Donc de la liaison, beaucoup de ces femmes étaient agents de liaison. Eliane de Vergne était agent de liaison, hein, et ramassait des vivres et de l'argent pour les camarades. Et donc elles ont joué un rôle de solidarité dans le ravitaillement, l'hébergement des résistants, et notamment de résistants parisiens. Il faut savoir que des grands résistants comme Pierre Georges, comme Raoul Tanguy, comme d'autres très connus, des grandes figures de la résistance parisienne, ont été hébergés dans nos régions, notamment dans notre département, à Poitiers comme à Châtellerault. Voilà, Quincé pour Raoul Tanguy. Voilà. Et Léon a connu Raoul Tanguy. Et les deux Fontaneaux aussi. Et les Fontaneaux. Et donc, Raoul Tanguy à Quincé. Voilà, tout à fait. Et donc ces femmes ont connu, Léon a fréquenté Raoul Tanguy, elles connaissent ces grandes figures de la résistance parisienne, et elles les ont évidemment cachées. Elles ont réussi à trouver des caches. Voilà. Alors ce que je voulais dire, c'est que le jeune homme qui s'est présenté ce jour-là à Léon s'appelle René Gauthier, et qu'il est l'un des premiers jeunes à être intervenu, lui aussi donc ouvrier de la manufacture. Il a été arrêté, déporté, et il a été exécuté dans les mêmes conditions que France Bloch Sérazin, dont nous parlions hier, et au même endroit à Hambourg. Il est mort exécuté en déportation. Alors, ces jeunes femmes appartenaient, vous allez voir la diapositive suivante, sur la diapositive suivante, les papillons qu'elles confectionnaient donc pour les coller sur les murs. Alors ces papillons sont extraordinaires, parce que là aussi on a tout. On a tout. On a la signature, si vous regardez bien. D'abord, ce sont des papillons tricolores, donc on a leur motivation patriote. C'est avant tout une motivation patriote. On a à l'intérieur du petit drapeau, vous avez, dans le rouge du drapeau, vous avez le symbole. Alors on en a deux. On a soit JPF, c'est les Jeunesses Patriotes Féminines, mais elles n'osaient pas trop signer JCF, parce que normalement, elles appartenaient aussi aux Jeunesses communistes, mais c'était délicat de signer JCF, puisque le Parti communiste, comme vous le savez, était clandestin. Donc elles signaient JPF, les Jeunesses Patriotes Féminines. Mais on peut hésiter, parce que le P et le C, et je leur ai demandé, je crois qu'elles faisaient exprès de faire en sorte que le P ressemble un peu à un C. C'est très intelligent de leur part. Donc, je le souligne parce que c'est une petite astuce qui était loin d'être, qui était très, très futée. Et vous avez dans les motivations, chaque papillon était destiné à une action précise. Donc vous en avez un qui invite à manifester le 11 novembre et à chanter la Marseillaise. Vous en avez un autre qui invite à refuser de partir à travailler en Allemagne, mais ça sera le suivant, je pense. Et vous en avez un deuxième contre les traîtres de Vichy. Alors là, j'insiste, c'est que ces jeunes femmes sont très conscientes de la réalité, qu'elles vont militer non seulement contre le nazisme, mais également contre Vichy. Et à chaque fois, sur tous leurs tracts et sur tous leurs papillons, cela est indiqué. Le papillon suivant, donc, qui montre l'une des motivations principales qui va déclencher. Alors, ces papillons ont été fabriqués entre 1941 et 1943. Alors, 41, c'est le début de la formation des mouvements des FTPF, qui vont surtout s'organiser en 42. Donc, elles vont fabriquer donc, ces papillons pendant 2 années, particulièrement. Alors, le troisième papillon est intéressant parce qu'il montre la motivation contre les réquisitions du travail. La manufacture d'armes a été très touchée puisque dès le mois d'octobre 1942, 504 ouvriers seulement, il n'y avait pas encore de femmes, sont réquisitionnés pour aller travailler en Allemagne de manière obligatoire. Ce n'est pas la relève, c'est pas la propagande, c'est de manière obligatoire. Et donc cela va révolter non seulement ces jeunes résistants, mais l'ensemble de la population, enfin l'ensemble de la main-d'œuvre de l'établissement. Et l'organisation spéciale va organiser une grande grève surprise, une manifestation surprise, on va dire une grève surprise, qui va mobiliser plus de 2000 ouvriers
dans l'usine, à la barbe de l'occupant, donc des Allemands, et de la direction collaborationniste. Et c'est Eliane de Vergne qui raconte le plus clairement cet événement dans ses écrits, dans ses manuscrits. On le regarde ensemble. Donc c'est le 26 novembre, nous sommes le 26 novembre 1942, donc un mois après la grande réquisition. C'était les mesures Sauckel, un ministre du Travail nazi. Voilà ce que nous dit Eliane de Vergne. J'étais avec Léone, chef de groupe des filles. Alors j'ai oublié de dire, Léone a eu des responsabilités importantes dans les FTPF. Elle a été chef du secteur Sud. C'est une des rares femmes qui a été chef de secteur. Très peu de femmes ont été chefs de secteur. Et de nombreux camarades, profitant de la cohue lors de l'affichage des listes. L'un d'entre eux coupe le courant. C'est le signal. Dans chaque travée, un ou deux camarades entraînent les ouvriers vers la sortie. Tous nous suivent. C'est formidable. L'effet de surprise est total. Plus personne n'est au travail. L'officier allemand s'affole et hurle, nous menaçant de son arme, alors que nous atteignons la porte. Je prends la parole, Eliane, malgré les menaces de l'officier. Nous sommes près de 2500 dans la cour. Seulement quelques chefs resteront à leur place, craignant de la perdre. De toutes les poitrines, une vibrante marseillaise résonne. Nous sommes devant les bureaux de la direction française et allemande. On nous y attend, armés, etc. Je ne vais pas tout vous lire pour respecter le temps. Mais voilà une action très importante. Et les femmes y participent. Ça a beaucoup marqué les femmes. Et nous avons réalisé à Châtellerault un film qui mériterait d'être aussi projeté publiquement, qui a été réalisé par un cinéaste professionnel sur cette grève du 26 novembre 1942. Ce film s'intitule « Allons enfants ». Vous devinez pourquoi, en relation avec la Marseillaise qui a été évidemment entonnée ce jour-là. Ces femmes ont été toutes victimes d'une répression féroce. Elles ont été déportées. Alors les 5 femmes dont je vous ai parlé ont été déportées, particulièrement donc les 3 citées. Elles ont toutes été arrêtées au même moment, en février 1943. Après la grande manifestation de novembre 1942, il y a eu un grand regain d'arrestations et les femmes en ont fait partie. Beaucoup de dénonciations, toute une campagne de délation à partir de l'automne 1942 et des arrestations au début de l'année 1943. Donc ces femmes sont internées, toutes les 5, à la prison de la Pierre-Levée. Elles ont été transférées ensuite au camp d'internement des femmes de Romainville, dont nous parlions tout à l'heure, avant d'être déportées au camp de concentration de Ravensbrück. 3 d'entre elles se sont retrouvées, Jeanne, Eliane et Renée, se sont retrouvées au camp de Ravensbrück. Et Renée aime à raconter, encore aujourd'hui, la solidarité, l'affection qu'elle a toujours gardée pour sa compagne Léone, puisque Léone était très affaiblie et elle a terminé sa déportation au Révire. Il s'en est fallu de peu qu'elle décède dans l'infirmerie du camp. Donc Léone a vraiment soutenu sa camarade jusqu'au bout. Ces résistantes ouvrières, alors juste pour le bilan de cette action de résistance et de la répression qui y a suivi, elles représentent plus du tiers des déportés de la ville. Dans la ville, on a des déportées féminines. On a 12 déportées féminines, c'est à la fois peu et beaucoup, et parmi ces 12 déportées, 5 ouvrières de la manufacture. Vous voyez le rôle de ces ouvrières, non seulement dans la résistance, mais dans la répression également. Alors en conclusion, ces femmes sont heureusement revenues des camps, affaiblies. Léone a été, j'ai parlé de Jeanne Varenne, Léone a été très affaiblie. Elle a été pendant longtemps en sanatorium, et donc ce qui explique qu'elle n'ait pu témoigner que beaucoup plus tard, lorsqu'elle a été remise. Elle a épousé, à l'issue de la guerre, un grand résistant de Charente-Maritime qui s'appelait Raymond Jamin. Et donc les 2 familles se sont réunies à cette occasion, et ça a été un pôle important de la mémoire, et c'est toujours d'ailleurs, par l'intermédiaire des enfants, un pôle important de la mémoire châtelleraudnaise. Donc ces femmes ont donc témoigné dans les collèges, peut en témoigner, les écoles, les collèges, les lycées, pendant 30 ans. Elles ont écrit, elles ont été filmées, elles ont énormément parlé. Et l'une d'entre elles, Renée, a même eu la force d'accompagner avec Raymond Jamin. Léone était encore parmi nous, mais elle n'a pas eu la force malheureusement de venir avec nous. Elles sont retournées sur leur camp avec des jeunes en 2001. Léone est revenue à Ravensbrück avec des jeunes de première et de terminale du lycée Berthelot de Châtellerault. Pour montrer l'action, jusqu'où ces femmes ont pu aller. Ce que je peux dire, c'est que toutefois, je déplore, comme mon collègue, que malgré le rôle majeur que ces femmes ont joué dans la résistance et dans la mémoire, elles sont peu présentes dans les lieux de mémoire de la ville et du département. Et là, je pense qu'il y aurait tout un travail à faire. Leur nom n'est sur aucune rue, aucune stèle.
Et seulement le maire a fait apposer une plaque à la demande des fondations et des fédérations de résistants, une plaque sur la place centrale de la manufacture d'armes, là où se trouve le marteau pilon aujourd'hui. Et cette place s'intitule « Place des résistantes et des résistants de la manufacture d'armes de Châtellon ». Donc on a le générique, mais on n'a pas de mémoire rendue individuellement à chacune de ces femmes. Voilà, je vous remercie. Merci Marie-Claude. Je crois que avec Marie-Claude, on a exposé évidemment avec. Moi, je tenté de vous poser une question. Les jeunes, ce que tu dis, sont les jeunes. Si tu pouvais un petit peu approfondir cette question, parce que c'est les jeunes qui s'engagent dans la résistance. Et oui. Après, bon, avant les STO. Les STO, évidemment, ils vont tous dans les maquis parce qu'ils ne veulent pas aller travailler. Mais au départ, c'est des jeunes, là, ils ont quand je vois l'âge. Mais en octobre 40, alors c'est intéressant parce que moi j'essaye de suivre, on a encore tout un travail historique à faire là-dessus, de suivre ces jeunes. Certains appartenaient aux brigades de jeunesse. Vous savez, les jeunes, ils avaient deux manières en 40, ils avaient deux solutions. Soit ils allaient dans les chantiers de jeunesse de Vichy, soit ils allaient dans les brigades de jeunesse qui étaient plutôt anti-nazis, antifascistes, voilà. Et donc ces jeunes-là, si on regarde leur parcours, notamment les jeunes ouvriers, c'est sans doute vrai aussi pour des jeunes étudiants ou des jeunes lycéens, ils se sont engagés dans les brigades de jeunesse sans en porter le nom parce que c'était trop risqué. Donc ils signaient jeunes patriotes. En fait, ils signaient jeunes patriotes, les hommes aussi d'ailleurs. Et je pense que, voilà. Et toute l'éducation, je pense qu'ils avaient reçue dans les années 30, et notamment 36, Jacques a bien parlé de 1936, va faire en sorte que, tout naturellement, certains de ces jeunes, pas tous, mais bon, et en milieu ouvrier, particulièrement en milieu ouvrier, on va les retrouver. Léon m'avait raconté, comme Jeanne Massé, Jeanne, c'est ça Jeanne, voilà, avait participé aux Noëls rouges. Les Noëls rouges, c'était les Noëls solidaires entre ouvriers, alors notamment les Noëls pour aider les Espagnols, parce qu'à Châtellerault, on a quand même reçu 2000 femmes et enfants espagnols. Donc ces jeunes ont participé à l'aide aux familles de républicains espagnols. Donc il y a toute une série d'antécédents qui font qu'ils vont tout naturellement. Et alors je ne vous l'ai pas dit, mais pour la petite histoire, et ça les lycéens aimaient beaucoup que Léon leur raconte. C'était Léon, la spécialiste du collage des papillons sur les murs de la ville. En général, elle les collait à la sortie des cinémas, après ces actualités horribles sur le Jusus ou les actualités collaboratrices. Et donc, elle collait leurs petits papillons sur les murs à la sortie du cinéma. Et elle s'arrangeait pour avoir un amoureux, un vrai ou un faux, pour s'embrasser tout en collant par derrière le petit papillon. Et ça, Léon adorait raconter ça aux jeunes. Elle le racontait bien mieux que moi, évidemment. Elle le mimait. Elle le mimait. Et malheureusement, le compagnon, le premier fiancé de Léon, a été arrêté. Il a fait partie des Narton-Nebel, arrêté dès le 23 juin 1941, avec la famille Amand. Et ils ont été, donc, c'est les premiers à avoir été arrêtés sur le département, la première, voilà, et qui ont fait partie du convoi des 45 000 envoyés à Auschwitz. De seulement 3, 4, j'ai plus le nombre exact, sont revenus. Voilà, donc elle a perdu l'amoureux de l'époque avec lequel elle collait les petits papillons. Hier soir, on discutait avec Alain Léger sur France Bloch Sarrazin et il disait que l'histoire ne s'arrête pas. La recherche continue parce que bon, le film est un peu romancé sur France Bloch. Son livre est déjà beaucoup plus en avance et beaucoup plus tourné vers la recherche parce qu'il a trouvé des nouvelles choses sur France Bloch, etc. Et finalement, toi, quand tu nous dis que finalement la recherche, tu en fais partie, tu fais, etc. Mais quand tu nous dis qu'il y a encore de l'action à faire parce sûr, que les femmes dans la résistance mériteraient d'être mieux mises en valeur, finalement tu nous donnes une piste là pour faire des choses aujourd'hui encore. Tout à fait. Tout à fait. Moi je viens de retrouver encore 3 femmes dont je suis sûre que personne n'a entendu parler dans le département, qui ont été arrêtées à la manufacture, donc des ouvrières, qui ont été arrêtées à la manufacture d'armes après, parce que les résistants ont participé évidemment à des sabotages ferroviaires, et après le grand sabotage d'Ingrande de 18 mars 1944, il y a eu une grosse vague d'arrestations à la manufacture qui a eu lieu le 23 et 24 mars 1944, avec une traque, réellement une traque. Et là, 3 femmes ont été arrêtées, et moi-même, on n'a aucun renseignement sur ces 3 femmes. Donc vous voyez que je sais encore ce que je vais faire demain. Je sais ce que je vais faire demain. Voilà. Alors, Jean-Marie, toi, Jean-Marie Augustin, Édith Augustin. Donc là, il y a un lien de famille. Tu vas nous expliquer un petit peu ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Édith Augustin, pour que son nom apparaisse sur
des maisons de retraite à Poitiers, par exemple. Et puis je crois que tu vas aussi peut-être nous parler un peu de Marie Tillet. Exactement, oui. Alors, écoute, explique-nous un peu leur engagement et leur originalité, si j'ose dire, entre guillemets. Eh bien, Édith Augustin, qui était donc ma tante, est née en 1895 à Chauvigny, où mon grand-père était menuisier. Marie Boursier était plus âgée. Elle est née à Coulombiers en 1881. Son père était journalier et en 1900, elle a épousé Eugène Tillet, qui était sous-officier. Il a notamment fait la campagne de Chine en 1900-1901 et par la suite, il a participé à la Grande Guerre. Pour revenir à Édith, en 1903, donc à l'âge de 8 ans, elle a la douleur de perdre sa mère et son père se remarie quelques années plus tard. Obligée de quitter l'école, elle entre en apprentissage à Poitiers, chez un chapelier. Elle devient vendeuse. Et en 1923, elle crée un magasin de mode au 41 rue du Marché. Pour exploiter le fonds de commerce, elle s'associe avec une amie de longue date, la fille de Marie Tillet, qui est également prénommée Marie. En 1929, la société est dissoute, mais un lien plus fort va unir les deux femmes. En effet, Édith a présenté son amie Marie à son cousin germain, Albert Roquet, qui est bientôt séduit par la jeune fille. Ils se revoient fréquemment et se marient en 1929. Je voudrais dire aussi que 2 ans plus tard, René, le jeune frère d'Édith, a épousé Suzanne Letton, qui était la fille d'un maçon de Saint-Julien-Lard, et ce sont mes parents. En tout cas, tous ces cousins, auxquels se sont ajoutés Eugène et Marie Tillet, qui se sont installés à Poitiers, chemin du Petit Étang, dans le quartier de Montmidi, tous se forment une grande famille, unie et solidaire. Et en 1933, Édith, qui ne s'est jamais mariée, a acheté une maison de campagne à Quincey pour que ses neveux, les enfants de ses cousins et le fils qu'Eugène et Marie Tillet ont eu sur le tard puissent y passer des vacances. Voilà donc un noyau familial, vous voyez, très très soudé, vraiment très soudé. Et après l'armistice de 1940, donc le département de la Vienne est coupé par la ligne de démarcation. Poitiers est en zone occupée et Chauvigny en zone dite libre. Édith se procure aussitôt un Ausweis, un laissez-passer pour rendre tout simplement visite à son père. Et à l'occasion, elle aide des prisonniers évadés, puis des juifs. En effet, ses fournisseurs en articles de mode à Paris sont en majorité de religion israélite et elle accepte de faciliter le passage des membres de leur famille en zone non occupée. Notamment avec ses ouvrières, et certaines me l'ont raconté, elle s'ingénie à cacher des billets de banque et des bijoux dans les chapeaux et les colifichets. Et ensuite, Édith passe la ligne et elle laisse les objets chez mon grand-père à Chauvigny, où les fugitifs viennent les récupérer. Christian Richard, du reste, m'a communiqué des documents où une enquête de la gendarmerie est menée au sujet d'Édith. Elle est étroitement surveillée ainsi, et je pense même qu'elle a été aussi arrêtée. À un certain moment, moi c'est ce que mon père m'avait dit, elle a été arrêtée puis relâchée. Alors, il faut bien se rendre compte que Édith et Marie ont des opinions de droite, hein, d'une droite très patriote, presque nationaliste. Elles sont aussi très catholiques, mais elles n'apprécient pas
le régime de Vichy, elle, ne supporte pas non plus la présence des Allemands. Et en 1942, un cousin de Marie Tillet, qui était membre du réseau Alliance, passe à Poitiers avant de franchir la ligne de démarcation. Et je voudrais dire un mot de ce réseau qui a une grande particularité. Ce réseau a été créé dès 1940 par le commandant Luciano Lacau. Et Luciano Lacau, il appartient à une droite très nationaliste, une droite anticommuniste. Là, on est vraiment dans un combat. Même Luciano Lacau a fait partie de la cagoule. Luciano Lacau va être arrêté à Vichy dès 1940. Il est du reste au service de l'État français, mais il est arrêté parce qu'il a aussi un fort sentiment anti-allemand, et il va passer la main, Luciano Lacau va passer la main à une femme, Marie-Madeleine Fourcade, et c'est une particularité parce que cet immense réseau de résistance qui était l'Alliance était dirigé par une femme, Marie-Madeleine Fourcade. C'est du reste le seul cas d'un très grand mouvement dirigé par une femme. Et l'Alliance travaillait en relation directe avec l'Intelligence Service, c'est-à-dire que le réseau travaillait directement avec les Anglais sans passer par la France libre du général de Gaulle. Le groupe Poitevin du réseau Alliance, donc, ça aussi c'est une particularité. Ça se retrouve aussi à d'autres endroits, notamment à La Rochelle avec les Viellejeux qui étaient aussi membres du réseau Alliance. C'est une particularité parce que ce groupe de résistance, il repose sur un noyau familial constitué par Édith Augustin, son cousin Albert Roquet, les beaux-parents d'Albert, Eugène et Marie Tillet, et il y a une autre personne qui est Jean Kieffer, qui était un assureur qui habitait dans la Grand-Rue. Les tâches étaient réparties suivant les instructions données par le réseau. Eugène et Marie Tillet ont un moment hébergé un marin des forces françaises libres qui ensuite a rejoint Londres. Et ils cachaient aussi dans leur maison du chemin du Petit Étang, dans une mansarde, ils cachaient un poste émetteur. Quant à Édith, qui habitait donc dans le centre-ville de Poitiers, elle servait tout simplement de boîte à lettres. Et dans le magasin, la position des rideaux dans la vitrine, dans le magasin de mode, constituait un signal pour informer les agents extérieurs appartenant au réseau qu'ils pouvaient entrer ou non. S'ils étaient baissés, eh bien, ils pouvaient entrer, mais s'ils étaient relevés, ils avaient absolument interdiction de pénétrer. Évidemment, aussi, s'ils rentraient, ils devaient fournir le mot de passe. Et ensuite, certains messages recueillis par Édith étaient acheminés à Chauvigny, puisqu'elle avait donc la possibilité de rendre visite à son père. Seulement, en septembre 1943, un agent double, qui s'appelait Jean-Paul Lien, a livré aux Allemands les noms de 200 résistants appartenant au réseau Alliance, notamment les agents du réseau Sud-Ouest. Les arrestations à Poitiers sont effectuées à partir de la mi-décembre. Jean Kieffer et Albert Roquet le 21, les Époutilliers et Édith Augustin le 31. Chez Édith, les Allemands ne trouvent rien, mais dès qu'ils ont aperçu les uniformes, les ouvrières ont fait disparaître tous les documents compromettants, notamment la comptabilité, qui avait été abandonnée par des commerçants juifs de Paris, et les ouvrières ont tout fait brûler dans le poêle. Les 5 résistants sont écroués d'abord à la prison de la Pierre-Levée, puis tous les membres du réseau Alliance qui ont été arrêtés
sont rassemblés à la prison de Fresnes, à Paris, transférés à Compiègne et acheminés à Strasbourg, où ils sont interrogés par les services allemands dans l'attente d'être jugés par un tribunal militaire à Fribourg-en-Brisgau. Seulement, faute de place dans les prisons du Reich, les membres du réseau Alliance, qui avaient été arrêtés, dans leur grande majorité, sont envoyés au camp de sûreté de Schirmerk, dans le Bas-Rhin, où sont également enfermés des Alsaciens hostiles au régime nazi. Les femmes, ils sont détenus, là vous avez les photos qui ont été donc prises par les Allemands au camp de Schirmerk, et les femmes sont détenues au garage. Vous avez ici une photo du garage. Le garage qui était nommé ainsi parce que à l'origine, on y remisait des voitures. Alors, c'est vrai que les conditions de vie y sont certainement moins pénibles que dans un camp de concentration, car les prisonniers ne sont pas astreints au travail forcé. Mais l'hygiène est déplorable et la discipline rigoureuse. Les membres de l'Alliance sont étiquetés terroristes et condamnés au secret collectif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de sortir de leur baraque et ils ne peuvent entrer en contact avec les autres prisonniers. La moindre infraction au règlement disciplinaire est sévèrement punie, privation de nourriture, châtiment corporel et séjour au cachot. Au moins, dans cette épreuve, Édith et Marie Tillet peuvent se soutenir mutuellement. On retrouve un peu le même soutien que vous avez constaté à propos de ces résistants châtelleraudais dans le camp de Ravensbrück. Devant l'avance des Alliés, un ordre qui vient du commandement suprême à Berlin décide de transférer les 107 détenus du réseau Alliance, qui étaient donc enfermés à Schirmerk, au camp de concentration de Struthof, qui est situé à 2000 mètres à vol d'oiseau dans la montagne. Schirmerk est en bas et le Struthof se trouve dans la montagne. Et dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944, ils sont conduits à l'intérieur du camp, dans un local où ils sont obligés de se déshabiller et de se coucher à plat ventre sur le sol. Et là, ils sont exécutés d'une balle dans la nuque et leurs corps sont brûlés dans le four crématoire tout proche. Après la guerre, Édith Augustin, Albert Roquet, Eugène et Marie Tillet ainsi que Jean Kieffer sont nommés sous-lieutenants à titre posthume. Ils ont reçu la Légion d'honneur, la Croix de guerre, la médaille de la Résistance et aussi un Certificate of Service qui a été signé par le maréchal Montgomery pour avoir, je traduis de l'anglais, donné leur vie afin que l'Europe puisse être libre. Voilà. Merci. Merci Jean-Marie. Il y a une question que tu abordes après Marie-Claude, question que tu abordes et qui est très intéressante, me semble-t-il, c'est effectivement la diversité de la résistance. Oui. Parce que la résistance, Marie-Claude nous a parlé gauche, communiste, etc. Toi, tu abordes un autre volet de résistants qui sont plutôt à droite. Et la résistance, c'était tout ça. Oui, c'est ça. Hein, si tu peux développer un petit mais peu, peut-être Marie-Claude, je sais pas. De toute façon, la résistance... moi, j'ai tendance presque à dire, la résistance, c'est un peu comme la collaboration. De l'autre côté, c'est une sorte d'auberge espagnole. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de tous les horizons. Je pense que si Jean Calment était là, il vous parlerait du réseau Renard, et c'est la même chose. Hein. Vous avez des gens qui viennent absolument d'horizons politiques, religieux, ethniques aussi, parce qu'il y a les juifs, et si vous pensez au groupe Manoukian, vous avez même des étrangers. Donc, vous voyez, il y a... Et là, les étrangers, après, ce sont des anarchistes, hein, le groupe Manoukian. Donc, on a vraiment là une très grande diversité de la résistance. Et je crois qu'il faut insister là-dessus. Au fond, je crois que la résistance, et c'est vrai, et je crois que vous l'avez très bien montré aussi,
ces résistances, elles s'appellent des des jeunes patriotes. Hein. C'est au fond, c'est ce patriotisme qui les motive. Ce patriotisme qui, pour ma part, est toujours, et j'en suis tout à fait convaincu, c'est finalement l'expression des droits de l'homme, hein, c'est-à-dire le maintien de la liberté et d'une certaine dignité aussi, hein, face à l'occupant, face à Vichy et face à l'occupant. Je crois que c'est vrai. Mais c'est ça, c'est la grande diversité de la résistance. Alors on a encore un autre intervenant qui va aborder, c'est Christian, qui va aborder un angle encore différent, c'est les femmes agents de liaison dans les maquis. C'est un peu ça. Alors, allez. La première image est un symbole parce que c'est Simone Lombard, épouse de Fumelot, de Rouillé. En fait, c'est pas elle qui est visée dans la photo, c'est le vélo. C'était l'outil de travail des femmes qui faisaient des centaines et des centaines de kilomètres. Alors, oui, j'ai choisi un peu pour les maquis, mais en fait, la plupart ont commencé bien avant les maquis pour porter des messages, pour porter des courriers, pour parfois la nuit. Donc la bicyclette, c'était leur outil de travail. Voilà. Donc c'était la première image. Ensuite, j'ai choisi quelques exemples parmi d'autres. Hein. Comme il faut être court, on va être court. D'abord, 3 femmes. C'est les 3 agents de liaison féminins du groupe Le Chouan. Et en fait, plus on creuse et plus on découvre que il y avait tous les maquis pratiquement utilisaient les femmes comme agents de liaison. Et c'est bien résumé par celle qui est à droite de la photo, Bob, quand elle nous a dit à 5 ans, nous faisions très jeunes filles, avec notre petite jupe plissée, de vraies petites gamines que les soldats considéraient comme inoffensives. En fait, je pourrais m'arrêter là, tout est dit. Tout est dit par Lisiane Bourguignon. Donc ces trois femmes sont d'horizons différents. Celle du milieu, c'est Cusson Paulette, alias Jean, mais plutôt surnommée par les maquis la Chouane, puisque c'est l'épouse de André Cusson le Chouan, donc le patron du groupe. D'abord le maquis Le Chouan, et ensuite le groupement Le Chouan, qui dans l'organisation des maquis groupait 3 maquis, Lagardère, Le Chouan et Mazier, dans la grande région montmorillonnaise de Lussac, et 3 sous-maquis qui ont été créés quand les effectifs devenaient trop nombreux, c'est-à-dire le Caïd, la Tour d'Auvergne et Abel. Donc tout ça, ça formait un gros groupement de maquis, et il fallait des gens qui... bien que pendant un moment, à Lussac-les-Châteaux, pendant 15 jours, il y avait une ligne téléphonique qui reliait Le Chouan à Mazier, qui était séparée de 3 km. Oui, ça paraît un peu surréaliste, mais c'était pourtant le cas. C'est comme ça que le 25 juillet, c'est par téléphone que Mazier a été averti par Le Chouan que les Allemands arrivaient à Lussac, et qu'ils ont pu se mettre en place et que les Allemands n'ont jamais pu passer. Oui. Voilà. Alors, le couple Cusson arrive dans la Vienne début janvier 1944, il s'installe à Cousset, et le maquis va être fondé dans les mois qui viennent pour être opérationnel pratiquement dès le mois d'avril, où il avait été mobilisé, puis finalement démobilisé, on va dire ça comme ça, et c'est le jour du débarquement que le groupe Le Chouan s'est remis en place à Cousset. Les 2 autres femmes, alors la Chouane, elle est au milieu, c'est une des très rares qui est restée pratiquement, sauf quand elle était en mission de passer des messages, où là elle était en civil, elles sont toujours en civil de toute façon. Là vous les voyez en uniforme, mais c'est à Saint-Nazaire. Après, quand ils sont sur la poche de Saint-Nazaire, engagés dans l'armée française, la Chouane, elle était armée. Elle était armée dans le maquis en permanence, sauf quand elle est... Voilà. Donc les 2 autres, c'est les 2 sœurs. La première, c'est Bob, avec sa petite sœur qui est rentrée un peu plus tard au mois de juillet. Bob, Lisiane Bourguignon, elle est dans la résistance depuis 1940-41. Elle est dans le mouvement de résistance qui a été mis en place à Châtellerault par André Lagardère, par André Bodinière, qui avait déjà pris le nom de Lagardère, parce qu'il avait ouvert une école d'escrime, enfin une salle d'escrime à Châtellerault, qui était devenue une espèce
repères de différents maquisards, résistants. Et c'est comme ça qu'elle elle était passionnée par l'escrime, et donc elle a fréquenté cette salle, et elle est devenue... elle avait un boulot surtout très intéressant, elle travaillait à la poste et elle travaillait au central téléphonique. Donc ça lui a permis d'avoir des renseignements très importants qu'elle communiquait à Lagardère, de temps en temps, voilà. Alors elle a fait connaissance avec Cusson, avec la chouane, en portant des messages donc vers Cousset, et quand dès que les maquis sont constitués, qu'elle a voulu entrer dans un maquis, elle a préféré, bien qu'elle connaissait bien Baudinière, aller avec Cusson, et alors on rejoint un peu la politique, parce que ça c'est une confidence qu'elle m'a fait, mais Lisiane Bourguignon, mais qu'elle n'a jamais écrit nulle part. En fait, Baudinière était considérée trop à gauche pour elle, alors que Cusson était plutôt dans ses idées politiques. Ça, c'était une des raisons, mais la raison principale, c'est que elle savait que Paulette Cusson était dans le maquis avec son mari, donc ça la rassurait un peu d'être au milieu de tous ces hommes. Voilà. Il n'y a jamais eu de problème. Alors, je vais poser la question. Jamais il y a eu de problème. Il y en a un jour qui a essayé de la courtiser. Elle en a parlé à Cusson, il a disparu du groupe, il a été muté dans un autre groupe rapidement. Voilà. Ça c'est parce que on peut se poser des questions, des femmes comme ça isolées dans le milieu des bois avec des maquisards, avec des hommes. Jamais elle a eu de problème, et enfin à sa connaissance, il y a personne dans celle qu'elle a connue a eu de problème. Gilbert est venu un peu plus tard, il y a un peu moins à dire. Alors la suite. Je regarde la montre que j'ai à côté de moi. Ah oui, alors, pour vous dire l'importance qu'avaient les femmes agents de liaison, à Châtellerault, quand il s'agit de faire le défilé de la Libération, le 17 octobre, eh ben, c'est les 3 femmes du groupe Le Chouan qui ont ouvert Sur le pont A4. Ah oui, le pont A4, puis devant la mairie, elles ont fait tout le circuit, et on a une photo également, je ne sais pas si... Non, il n'y est pas. Non, mais elles sont pareilles, les 3, qui sont devant les maquisards. C'est pour vous dire que... Et là elles sont en uniforme. Hein, voilà. C'était des femmes qui avaient du poil aux pattes, comme on dit nous autres, à la campagne. Mais elles n'étaient pas toutes seules, il n'y avait pas qu'elles. Hein. Alors, il y en a d'autres. Alors, j'ai dit d'horizons divers, j'ai choisi un petit peu en fonction des divers horizons. Donc, il y en a une qui est postière. Cusson, c'était l'épouse d'un officier, enfin sous-officier, de l'armée de l'air. Hein. C'est un militaire de carrière, Cusson, qui arrive du sud de la France. Annette Lajon, elle, c'est alors là complètement différent. Annette Lajon, il y en a peut-être quelques-uns qui en ont un peu entendu parler. Je ne pense pas qu'il y ait des gens d'avant-guerre ici, mais qui auraient pu en entendre parler, parce qu'elle a un petit peu essayé de reprendre sa carrière après-guerre, mais ça n'a pas forcément bien marché. Donc c'est une très grande cantatrice, une chanteuse, qui était célèbre avant la guerre. Elle a produit beaucoup de disques, hein. Vous avez une enveloppe là. Je vous donne simplement 2 critiques de l'hebdomadaire La Semaine en 1932 qui dit sa voix est d'un beau timbre très dur, assez chaud. Dans la douleur, cela prend une sorte de velouté très séduisant. Et dans un autre numéro, le 18 avril, tout à l'heure on était au 14 mars, Annette Lajon, très simple, en longue robe noire, pas de bijoux, un visage pathétique et des mains expressives, elle sait mener le jeu subtil des nuances. Voilà, ça c'est juste pour vous parler un peu de sa carrière. Alors, elle a un lien avec la Vienne parce que ses parents avaient une maison à Grémont sur la chapelle Vivier. Donc, c'est tout naturellement que, là j'abrège un peu, enfin, je vais vite, que tout naturellement qu'en 1943, quand elle a continué à chanter pendant la guerre, et c'est ça qui lui a été reproché à la sortie, et qu'elle a payé cher dans sa carrière, parce qu'elle ne pouvait reprendre sa carrière qu'à Paris, c'est évident. Donc là-bas, elle était entre guillemets grillée, et puis ça n'a pas bien marché, quoi. Hein, voilà. C'est pour elle qu'a été écrite la chanson L'étranger, que lui a piqué Edith Piaf. Ah oui. C'est quand même pas un moindre détail, mais ça me revient comme ça. Et donc, en 1943, elle décide de quitter Paris, et que enfin, il fallait qu'elle arrête de chanter, et donc elle vient se réfugier dans la Vienne, enfin se réfugier. Elle vient habiter chez ses parents. Et vous avez une affiche étonnante, c'est l'inauguration de la salle de réunion, qui était en fait une salle des fêtes. On n'appelle pas ça comme ça, mais c'est la salle de Lussac-les-Châteaux. Une commune qui investit dans une salle
en pleine guerre, c'est quand même pas banal, pas courant. Et donc l'inauguration a eu lieu en septembre, le 25 septembre 43. le 25 septembre 43, si mes souvenirs sont bons. Et c'est elle qui a chanté pour l'inauguration là-bas. Voilà. Et quand les maquis se sont formés, qui sont entrés en activité, quand le Chouan était dans la forêt de Lussac, il avait, réparti tout le tour de la forêt de Lussac différentes sections, en protection. Et il y en avait une qui était au nord de la forêt de Lussac, sur la commune de La Chapelle-Vivier. Et c'est tout naturellement qu'elle a été s'engager dans le maquis dès le début du mois de juillet et qu'elle est devenue agent de liaison du maquis. Pour la section qui était commandée par Pierre Ribreau et qui est ensuite devenu un maquis, le maquis Crespin, du nom de l'officier qui commandait Mazier, qui a été tué le 25 juillet 1944. Comme ça que son nom a été donné à ce nouveau maquis, qui s'appelle aussi le Caïd, parce que le chef, Pierre Ribreau, s'appelait le Caïd, puis il tenait à ce que son nom soit associé au nom du maquis. Voilà. Donc, elle a, après, fait une petite carrière dans la Vienne pendant quelques mois. À la fin de 1944, elle a fait une dizaine de récitals, dont tout l'argent a été à la caisse pour le soutien, le COSOR, la caisse de soutien des œuvres sociales de la résistance. Et ça a quand même ramassé 100 000 francs à l'époque. Elle a chanté à La Roche-Posay, à Châtellerault. Voilà. Donc, ensuite, on va parler de Jacqueline Langenberg. Alors là, c'est pareil. C'est des gens qui débarquent dans le Limousin, à la limite de la Vienne. Et son frère devient maquisard avec dans le groupe un petit groupe de maquisards qui était dans la Haute-Vienne, à Milcar. Et le patron de ce groupe, Artaud, s'est pas entendu avec les maquisards de la Haute-Vienne. Et là, on est en 1943, début 43. Donc, avec un petit groupe de 7 ou 8, ils viennent clandestinement dans la région de Lathu. C'est le premier groupe de maquisards, vraiment dans le maquis, un an avant les maquis. Et ils agissent pas trop, mais un peu quand même. Mais ils sont protégés par la population, donc ça se passe bien pendant un an. Et sa sœur, la sœur d'un de ce groupe, Jacqueline, devient, quand le groupe est vraiment important, quand il devient important à partir d'avril 44, où il y a eu 2 combats, en 44 en avril, ça devient au mois de juin le groupe de protection de l'état-major FFI du futur général Bernard après la guerre, mais qui à l'époque n'était que commandant, et qui était installé dans le secteur de Montmorillon, entre Sauget et puis Sillard, et donc à côté de Saza. L'état-major était là, il y avait le groupe Amilcar qui était là. Les Allemands, le 13 juin 1944, n'ont pas su, et ça c'est quand même curieux, ils ont décidé de faire une petite opération anti-maquis, mais ils savaient, sans savoir vraiment à qui ils avaient affaire, parce qu'ils n'étaient pas très nombreux, et ils ont été repoussés très facilement par le maquis Amilcar, qui donc ne les a pas laissés aller plus loin vers l'état-major, qui a déménagé évidemment aussi sec quelques heures plus tard, ainsi que les SAS de l'opération Bulle Basket anglaise, qui étaient là depuis 2 jours, à 500 mètres de la route, moins d'1 kilomètre de la route, dans l'autre sens. Si les Allemands avaient su qu'il y avait ce commando qui était là, plus l'état-major des FFI de la Vienne, il est évident qu'ils seraient venus avec des forces sans doute beaucoup plus puissantes. En tout cas, c'est pas ce qui s'est passé. Le problème, c'est que ce jour-là, Jacqueline Langenberg n'était pas avec le maquis, elle était chez une de ses amies à Moulême, qui est la commune à côté, et que son amie, qui s'appelait Gypsière, je cherche le prénom, je vais le retrouver peut-être, Gisèle Gypsière, qui elle n'avait rien à voir avec la résistance. Elle avait, elle, Gisèle Gypsière, un ticket de rationnement pour une paire de chaussures qui prenait fin ce jour-là, le 13 juin. Donc elle décide d'aller à Montmorillon, donc de Moulême, elles vont à Montmorillon en vélo. Et au retour, elle se trouve entre 2 feux, entre les Allemands et les résistants. Gisèle Gypsière donne un coup de pédale et va se réfugier dans une ferme sur le bord de la route, pas loin du croisement du Lechet, pour ceux qui connaissent ce secteur-là. Et quant à Jacqueline Langenberg, elle a préféré se cacher dans un fossé et
rester invisible, quoi. Elle n'a pas senti que d'aller dans une ferme, c'était se protéger. Finalement, les Allemands ont avancé, ils l'ont découvert. Ça se serait sans doute bien passé si, dans les sacoches, ils n'avaient pas trouvé des tracts. Voilà. Donc, il y avait, ils l'ont abattu sur le champ, sans l'emmener. Donc, c'est une des victimes d'agents de liaison qui n'était pas en action d'agent de liaison, mais quand même. Donc, elle figure sur le monument aux morts de Moulins. C'est une des rares femmes, enfin, il y en a quelques-unes, hein, on en a au moins plus d'une douzaine dans la Vienne sur les monuments aux morts, mais voilà, pour Jacqueline Logenberg. André Chauffat, alors elle, c'est son mari surtout qui était célèbre, parce que c'était le lieutenant de Bonvalet du groupe Anatole, c'était le numéro 2 du groupe, qui était un gars assez spécial quand même, il s'appelait La Panthère, et il avait sa femme avec lui. Donc là, c'est l'épouse aussi, donc, qui est dans le maquis, et qui suivait son mari partout. Partout, puis qui faisait des liaisons également avec tous les maquis autour, ou avec l'état-major, c'est surtout avec l'état-major. Hein. Bernard, donc, avait mis en place un système journalier de liaison où il diffusait ses notes à tous les maquis par les agents qui les emmenaient dans les... Et eux, ils faisaient suivre leur rapport. Quand il y avait une action, il y avait un rapport qui était écrit, et ce rapport était porté enfin, pas par tous les maquis, mais la plupart, quelques-uns l'ont fait, le Chouan le faisait notamment. Et donc, contrairement à ce qui a pu être écrit ou dit, ce qui s'est passé à la Roche-de-Bran, le maquis Anatole, la partie du maquis Anatole qui était là-bas, n'était pas là-bas pour se réfugier au château. Il était là-bas parce qu'il avait été demandé d'être positionné là-bas. Ça faisait partie de ce qui avait été décidé dans une réunion de tous les maquis, de tous les chefs de maquis du sud de la Vienne, à Montmorillon, avec le colonel Bernard, et d'entourer Poitiers à peu près à une quinzaine de kilomètres. Et c'est comme ça que, à partir du Clin, il y avait Montamiset, avec la Roche-de-Bran, Anatole se trouvait dans ce secteur-là, quoi. À Bignoux, c'était une partie du Chouan. À Savigny-les-Vescos, c'était une partie du Chouan, c'était le maquis Le Caïd. Du côté de Nieul-d'Espoir, c'était la Gardère qui était là-bas. Et puis après, de l'autre côté de la Vienne, c'était les maquis. De l'autre côté, il y avait Noël, il y avait tous les maquis de l'autre côté de ce secteur-là de la Vienne qui encadraient Poitiers. C'était une décision, alors tout le monde n'avait pas été d'accord pour ce genre d'opération qui était jugée prématurée. Les Allemands n'étaient pas encore, disons, mûrs pour laisser faire ce genre d'opération. Et c'est comme ça qu'ils ont mené l'attaque contre la Roche-de-Bran et contre Savigny-les-Vescos. La Roche-de-Bran, c'était dès leur arrivée, le 14 août. Mais voilà. Alors, Madame de Murat, je crois que c'est la châtelaine, quand ils sont arrivés, avait proposé à André Chauffat de venir loger au château, quoi. Ça lui semblait plus naturel que André Chauffat dorme dans le château plutôt que de camper avec les maquisards, ce qu'elle a accepté et ce qui aurait pu lui sauver la vie, puisqu'elle a été arrêtée en même temps que la châtelaine, emmenée à la pierre levée et questionnée. Et là, les Allemands ils n'ont pas pu établir sans doute, je ne sais pas, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, sauf qu'elle a été portée à la question quand même un peu brutalement et puis qu'elle a craqué. Voilà. Donc là, elle a été déportée et elle est décédée en déportation. Ensuite, Jacqueline Jamet. Alors là, Jacqueline Jamet, c'est pas l'épouse, c'est la fille. La fille de Léon Jamet, qui est un des fondateurs du maquis Mazier à Bussac-les-Châteaux, et qui dès l'âge de 17 ans, avant que le maquis soit créé en janvier, sur le papier, en janvier 1944, s'occupait des réfractaires STO qui se cachaient dans les bois, dans les forêts autour de Lussac-les-Châteaux. Elle leur portait de la nourriture, etc. Et donc, dès que Mazier a été créé, et surtout activé, début juillet 1944, là aussi, elle a fait son boulot d'agent de liaison en portant les messages. Voilà. Le 25 juillet, lorsque les Allemands ont attaqué
le Chouan sur la forêt de Lussac. La première attaque qu'ils ont menée sur la forêt de Lussac, la deuxième étant le 5 août, les deux attaques ayant échoué. Faut quand même le souligner, ce qui n'est pas si évident que ça à comprendre. Pourtant, là, ils avaient envoyé du monde, mais bon, ils ont échoué sur l'attaque des maquis. Toutes ces femmes, les premières, comme celle de Mazier, etc., se sont portées sur le front, soit sur la ligne de combat, soit pour porter des munitions, soit pour aider à les blessés, notamment Lisiane Bourguignon, qui a plus porté que aidé à marcher, Lucien Renaud, qui avait pris 2 balles, et dont une qui assez grièvement, et qui l'avait ramené à 1,5 km, 2 km à l'arrière, à la ferme de la Clergeauderie, route de la Chapelle-Vivier. Et donc, elles étaient quand même un petit peu exposées à ce moment-là. Hein. Voilà. Ensuite, on a... là, c'est l'exception qui confirme la règle. Du coup, on peut parler, allez, on va dire agent de liaison si on veut, sauf que la liaison, c'était elle. Et qu'il n'y avait pas de vélo, là, du coup. Ça, moi, je considère l'histoire de Madame Vaillé comme une chose extraordinaire. Vraiment, cette femme mériterait toutes les décorations qui puissent exister, avec son mari, mais qui était un peu dans l'ombre. C'est surtout elle qui décidait. Donc, je vous rappelle que Lussac-les-Châteaux est en zone non occupée, que ça devient occupé qu'à partir de la fin de 1942. Mais elle est déjà mêlée à la résistance, plus ou moins, depuis 1940-41. Et à partir de la fin de 1942, son hôtel, c'est l'hôtel de la gare. Alors, vous imaginez la gare de Lussac-les-Châteaux, très fréquentée. La ligne Poitiers-Limoges, à l'époque, c'est pas rien. C'est une ligne très importante. Et Lussac est la première grosse gare, après la petite gare de Lomézet. Alors, la première, quand on vient et qu'on va vers Limoges, et pratiquement la dernière grosse gare avant. Donc, elle a hébergé vraiment des gens. Il y a des gens qui ont écrit des bouquins. Hein. Vous avez, par exemple, alors un livre que vous pouvez trouver sur Internet à bas prix. Je vous engage à le lire, à le commander, qui s'appelle un Canadien à Dieppe. C'est pas l'histoire du débarquement de Dieppe. Ça s'appelle Des Canadiens à Dieppe, hein, un des bouquins, entre autres. Là, c'est Un Canadien à Dieppe, où elle a hébergé un lieutenant, enfin un officier canadien, Lucien Demey, qui avait été fait prisonnier à Dieppe. Hein, je vous rappelle, le 19 août 1942, tentative du débarquement de Dieppe. Enfin, tentative. C'était un essai pour voir ce que ça donnait si on pouvait débarquer dans un port. Ça a quand même coûté 4 ou 5 000 morts. Enfin, apparemment, il semblerait qu'il faut que ce soit ce prix-là pour... Donc, lui, il a été fait prisonnier, s'est évadé 48 heures plus tard, et il arrive dans la Vienne. Je ne vous raconte pas toute son histoire, ça serait trop long. Bref, elle l'a hébergé pendant 1 mois et demi, 2 mois, avant qu'il reparte. Elle a hébergé un pilote américain, enfin un copilote, pour être précis, d'une forteresse volante qui s'était écrasée dans la région de Redon. Elle l'a hébergé pendant 1 mois, au vu pratiquement et au su de tout le monde. À Lussac, il n'y a eu aucune dénonciation. S'il y a une ville qui mériterait d'être décorée pour ça, c'est Lussac. C'est extraordinaire. Pourtant, il n'y avait pas que des résistants, il y avait des pétainistes à Lussac, hein, pareil qu'ailleurs. Hein. Mais tout le monde fermait sa gueule, comme dit l'autre. Ça a été étonnant, vraiment étonnant. Et donc, c'est chez elle, à l'hôtel de la gare, que se réunissaient tous les chefs de maquis, quand ils avaient besoin de se réunir, des maquis de différents horizons sur 15 km autour de Lussac, pendant tout l'été 44. Enfin, on la retrouve dans plein d'actions, avec l'histoire de Raymond Ditchan, par exemple. C'est elle qui, probablement, lui sauve la vie. C'était un malgré nous alsacien en fuite, et qui a été cravaté, arrêté dans le secteur, et emmené à la gare, justement, enfin à l'hôtel de la gare. Pourquoi? Parce qu'il y avait justement une réunion à ce moment-là de 3 ou 4 maquisards, et voilà. Et donc, elle a servi, elle, quand il y avait un mot à faire passer, et que on lui portait soit un mot, ou alors des réunions. Voilà. C'est faisait le lien de tout ça, et avec une autorité qui ne subissait aucune faille.
D'ailleurs, on voit bien qu'elle est en photo sur la photo. Sur la photo, enfin je veux dire dans la carte. Voilà, c'est une carte postale de la gare. C'est la seule photo qu'actuellement on ait pu découvrir. Il y en a peut-être qui en ont. Il y en a probablement, mais voilà. Comment? C'est interdit de prendre des photos à l'époque. Ah oui, oui, oui. Ah ben pourtant, il y en a quand même pris quelques-unes. Oui. Ah ouais, mais en général, c'est des photos d'avant ou d'après-guerre. Là, c'est des photos de pendant la guerre. Non, là, faut pas rêver. Ça, c'est un extrait de carte postale de la place de la gare devant. Christian, Entre c'est les bon. deux. Parce que, Moi, ça y est. parce que, je vais vous dire, il est vice-président de Vride, mais vous voyez, il est intarissable. J'ai Il fait dit, je me combien, un quart souviens, d'heure il dit... J'ai fait mon quart d'heure. Oh oui, t'as fait ton temps. 25 minutes. Voilà. Ah ben, Anne derrière. Il fallait m'arrêter. Alors, bon, on arrive à un moment, là, si vous avez des questions à poser, allez-y, hein, posez des questions. Et puis Marie-Claude, vas-y, Si on j'ai droit à continue. une petite Ah mais minute, t'as droit, t'as droit. juste, Richard vient de parler du COSOR et du rôle des femmes dans le COSOR. Moi, j'ai pas eu le temps de vous en parler. Oui, ça, oui. Mais les femmes, toutes nos femmes, là, dont on vient de vous parler, en tout cas celles les ouvrières de la Manu, là, en fait, lorsqu'elles sont revenues, elles ont énormément aidé les familles de fusillés déportés. Parce que rien n'était prévu. Notamment pour les familles de fusillés. C'est une catastrophe. Aucune aide sociale. Le COSOR, c'est le Comité des œuvres sociales de la résistance, qui a été fondé un petit peu avant la fin de la guerre, mais qui va surtout aider en 45, l'année 45. Et non seulement elles ont participé à ces œuvres sociales, elles ont également recopié d'énormes documents, et notamment les lettres de fusillés. C'est grâce à elles que nous avons communication, en tout cas à Châtellerault, mais je pense que c'est un peu partout pareil, de ces lettres très émouvantes des fusillés. Hein. Elles les ont recopiées à la main, et elles sont dans les archives. Nous, à Châtellerault, les archives de la FNDRP, on a les lettres de tous les fusillés de la ville qui ont été recopiées par ces femmes. Donc, toutes ces femmes n'étaient pas des résistantes, il y avait parmi elles des veuves, mais on retrouve un petit peu toutes les étiquettes, comme mon collègue le disait tout à l'heure, de droite comme de gauche. Là, il n'y a plus d'étiquette politique, on est devant le même fait. On doit absolument sauver la mémoire de ces pauvres fusillés et aider les familles. Donc là, toutes les femmes vont se retrouver unies dans cette... Il y avait le père Fleury. Oui, Voilà. puis la sœur Scherer aussi sur le côté. Sur Scherer. Jacques, Oui, un dernier mot sur Jeanne Massé, par qui on avait commencé, si je puis dire. Il y a une quinzaine d'années, on a voulu donner le nom du groupe scolaire à Saint-Jean-de-Sauve, lui donner un nom. Et il était décidé que ce serait René Mabilot. Aujourd'hui, c'est le groupe scolaire René Mabilot. René Mabilot était le fondateur, on peut dire, du maquis de Sévol. Et il n'a jamais mis les pieds à Saint-Jean-de-Sauve, j'en suis quasiment sûr. Et ce groupe scolaire devrait porter le nom de Jeanne Massé, car elle a passé toute sa carrière d'institutrice à Saint-Jean-de-Sauve. Et une des anciennes élèves qui est ici peut témoigner du fait que c'était une grande dame. Nous sommes deux. Oui, vous êtes deux, Oui. oui. Et quel souvenir vous avez de Madame Massé, Mademoiselle Massé, pardon. Allez-y. Mademoiselle Massé. allez-y, madame. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'elle était extraordinaire. Ouais. J'en garde un souvenir. C'est ce que tout le monde m'a dit, je Ah crois. ouais, Oui, oui. Vous ne connaissez pas son... Non, c'est ce qu'on disait. On ne connaissait connaissait pas. pas du tout ses fonctions de Eh ben oui, merci résistant. Roger Picard. Oui. Ah, moi, j'étais en classe jusqu'en 52. 52. Mais on ne sait jamais, je ne savais pas. Jean-Marie. Oui, tu disais que Arlette Ajon a eu des ennuis à la Libération, mais comment se fait-il qu'elle n'ait pas pu évoquer justement son action dans les maquis comme agent de liaison? J'ai pas suivi le début de ta question, j'ai pas du tout adressé à moi. Excuse-moi. Je disais, Arlette Ajon, tu Oui. disais qu'elle a eu des ennuis. Non, c'est pas des ennuis qu'elle a eu. C'est Ah, quand c'est elle a que voulu son point de recommencer vue sa carrière. artistique. C'est le plan artistique. Ah, Quand elle a bon, voulu recommencer d'accord. sa carrière à Paris, D'accord. ça a pas pris, quoi. Ça a pas collé. Ah bah oui, Elle c'était a une chanteuse chanté- d'avant-guerre. Elle a chanté pendant l'avant-guerre, puis elle a chanté pendant la guerre sur les scènes où il y avait que des Allemands dans les salles. Et tu me diras, Maurice Chevalier, il n'a pas connu ce Ils ont tous problème-là. fait ça. Non, non, je veux dire simplement que elle n'a pas eu d'ennui à la Libération. Ah non, non. Comme Suzy Solidor ou Arletty ou Léo Marjane, d'autres chanteuses qui ont fait exactement la même chose qu'elle. Oui, non, mais non.
Des questions? Oui, moi je voudrais revenir sur ce que vous disiez, madame, sur l'extrême discrétion de ces femmes. Vous ne saviez Absolument. pas Oui, c'est que intéressant. votre institutrice avait eu tout ce parcours. Et en fait, je pense que cette discrétion, d'abord, elle les sert sur le plan de l'éthique, parce que c'est quand même c'est une grande leçon de modestie. Mais ça ne les a pas servis pour la reconnaissance de la résistance. Et peu de femmes, si on réfléchit bien, peu de femmes ont eu leur carte, ont eu vraiment leur carte d'appartenance à un mouvement ou à un réseau, encore plus à un réseau de résistants. Et elles n'ont pas dit, elles n'ont pas parlé. Elles n'ont pas parlé déjà pendant la guerre. Leur discrétion a énormément servi la résistance. Et elles ont continué. Après, elles ne le disent pas, mais voilà, c'est en elles. C'est crois une, Non, il y a Jacques. qui a À ma souligné un petit connaissance, mot. Mademoiselle Massé n'a même pas demandé, n'a même pas rempli de dossier pour avoir une reconnaissance de carte de combattante volontaire de la résistance. Ah oui, Elle n'a même pas fait cette démarche, Ah oui. si j'en crois ce qui reste aux archives. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire aussi l'attitude macho de tous les anciens Oui, résistants. bien sûr. Oui. Qui Et les mettaient en communistes avant leur aussi. activité de maquisard, pour beaucoup qui le méritaient de la mettre en avant, mais qui n'ont pas cherché non plus à mettre en avant celle des femmes. Et c'est bien regrettable, parce que moi, il y en a quelques-unes qui sont décédées avant qu'on s'intéresse à tout ça, et que ça aurait été très intéressant. On a eu la chance de pouvoir faire venir dans la Vienne Lisiane Bourguignon, épouse Tellier. C'est important le nom Tellier, parce que si vous tapez sur Internet, vous vous rendrez compte qui elle était dans la région parisienne par rapport notamment à l'association sur la mémoire du Mont Valérien, dont elle a été présidente pendant pas mal d'années. Elle avait ses entrées à l'Élysée, hein, donc c'était quelqu'un qui était devenu important. Mais nous, dans la Vienne, personne ne savait, parce qu'il n'y a jamais personne dans les maquis, y compris Henri Baudinière, qui en ont jamais parlé pendant chaque fois qu'on le rencontrait et tout. Il a fallu titiller, et puis voilà, puis c'est venu. Mais c'est dommage que c'est venu si tard. Oui, moi je pense que tu exagères quand même avec l'esprit macho des résistants. Je crois que non, je veux C'est dire, un peu par provoque, mais bon. non, je crois que tu provocateur. exagères parce que je pense qu'il y a de la part aussi de ces femmes une énorme réserve. Ah bah oui. Je crois que c'est plus ça. C'est-à-dire que au fond, n'oublie pas que si elles votent en 45, elles n'entrent pas vraiment en politique tout de suite. Et ça fait partie du même mouvement. Il y a cette réserve, elles se mettent en deçà par rapport aux hommes, d'elles-mêmes finalement. D'elles-mêmes. C'est beaucoup plus tard qu'elles vont véritablement s'affirmer en politique et finalement qu'on va ressortir aussi de la même manière. Regarde, une femme comme Simone Veil, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est un peu ça. On n'en parle pas et on en parlera beaucoup plus tard parce qu'elle s'affirme en politique. C'est ça. Oui, mais non, ce que je voulais dire, c'est que les hommes, après la guerre, Oui. ils n'ont pas fait l'effort Ah oui, de les ça mettre en d'accord. avant. Ça, je veux bien croire. Pendant la guerre, oui. C'est-à-dire que, par exemple, Lisiane Bourguignon et Paulette Cusson ont été décorées de la Croix de guerre et des choses comme ça, avec des citations qui correspondent vraiment à ce qu'elles ont fait. Parce qu'une citation, des fois, vous savez, c'est un peu arrangé pour pouvoir... là, vraiment, la citation elle correspond bien à leur activité. Mais après, le parcours de Lisiane Tellier, on le connaît un peu, mais pour arriver là où elle est arrivée, il a fallu qu'elle joue des coudes, elle. Hein, mais moi je dis c'est les hommes qui après n'ont pas un monument aux morts, par exemple. Oui, d'accord. Ou dans les endroits commémoratifs, là où on met des stèles, des choses comme ça. Ben, les femmes, elles étaient pas là. Hein. C'est la mentalité des années Elles 50. n'étaient pas là. hein. Ben oui, tout à fait, on est bien crois. d'accord. C'est bien ce que je dis. La conclusion, effectivement, vous avez le texte derrière, je ne vais pas vous le donner, mais ça illustre tout à fait ce que vous dites, parce que l'engagement des femmes a été peu valorisé à la Libération, ce que tu dis. Ouais. 6 femmes parmi les 1059 Bah oui. compagnons de la Libération. Bah oui. 6 femmes seulement. 10% des médaillés de la résistance sont des femmes, 10%, alors qu'on mesure le rôle qu'elles ont eu de façon très importante. Là, on le voit bien dans le débat et dans l'échange que vous avez eu. Donc il y a, ça souligne bien finalement ce que vous dites là. Hein. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Parce que, bon, on va conclure ici. On va conclure ici. Moi, je voudrais vous dire quelques mots
Bon, il y a, comme le soulignait, on a balayé, je crois, beaucoup de choses. Bon, on n'a pas balayé effectivement le rôle des femmes déportées dans les camps, ce qu'elles ont fait, la solidarité, etc. Mais c'était pas tout à fait notre sujet là. Voilà. Mais elles étaient résistantes aussi. Hein. Dans les camps, elles ont participé. Donc mais ça, bon, ça pourrait nous emmener dans un autre débat qui prendrait encore sans doute beaucoup de temps. On n'a pas parlé, par exemple, de Sœur Scherer à Rouillé. Si, tu as évoqué un petit peu Sœur Scherer, le rôle qu'elle a eu, qui est absolument énorme pour le camp de Rouillé, le camp de la route de Limoges également. Hein. Donc voilà, on pourrait parler de tout ça. Et puis, bon, moi vous dire que, comme on l'a souligné, parce qu'on a un peu tout balayé finalement, sauf peut-être ces aspects-là, il y a du travail qui reste à faire pour reconnaître encore mieux le rôle des femmes dans la résistance, hein, c'est ce que Marie-Claude disait effectivement. Il y a des communes qui ont fait des choses, mais ça reste encore insuffisant. Migné, ici, a fait des choses, parce qu'il y a 5 rues récemment qui ont été baptisées de noms de femmes, de noms de résistantes, à Migné aux Anses. Hein. Mais à Poitiers, on parlait tout à l'heure d'Édith Augustin, bon, il y a un foyer qui porte son nom. Marie-Louise Troubat, également, qui porte son nom. Le collège Jean-Richard Bloch, France Bloch Sarrazin. Bon, il y a des choses, mais finalement, il y a encore beaucoup de choses. Alors c'est sans doute peut-être quelque chose qu'il faut avoir en tête, vous voyez, encore dans notre action, hein, qu'on pourrait voir. Ensuite, bon, c'est Vride. Vride est à l'initiative de tout ça. Bon, alors Vride, moi je vous encouragerais à aller sur le site. Il suffit de taper Vride sur votre moteur de recherche, puis tout de suite vous y êtes. Hein. Et hop, comme ça, bon, ça permet je dirais, peut-être de vous donner des idées, et ça permet de faire connaître, donc faites connaître Vride, hein, important, et puis si vous voulez nous aider, écoutez, venez avec nous, hein, on vous ouvre les bras, il n'y a pas de souci. On a parlé des bouquins, Christian. Bon, les bouquins, il y en a derrière, là. Il y a les bouquins de Christian, les bouquins de Marie-Claude, les bouquins de Jean-Marie, les bouquins de Jacques, qui sont là, ils sont à votre disposition, si vous voulez, ils peuvent vous les dédicacer pour ceux qui le souhaitent, voilà. Et puis, écoutez, un merci à la commune de Migné, hein, et en particulier à Valérie, et à Michel, qui ont mis ces salles, et à Madame la maire de Migné, évidemment, qui a mis cette salle à notre disposition pour cette initiative de 3 jours. Hein. On a fait lundi, mardi, mercredi. Ce soir, on termine. Voilà. C'est un petit peu dommage. Hein. On a commencé petitement et je vois que ce soir, ça grossit. On continuerait demain, on aura encore du monde, peut-être. C'est le souhait qu'on va faire. C'est le souhait qu'on va faire. Impromptu avec un autre sujet. Voilà. On est capable de sortir un sujet. Je vous remercie, Michel.